Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la grande complexité du cerveau de Macron. Dans son discours au congrès de Versailles devant les députés et sénateurs en juillet 2018, comme lors de ses interventions dans les différents débats, Emmanuel Macron nous resserre les mêmes vieilles rengaines que ses prédécesseurs. Dans les années 70, le chancelier allemand Schmitt déclarait déjà « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain ». Pour les profits, pas de problème. Pour les investissements, c'est un peu plus lent. Quant aux emplois, on attend toujours. Et le plus de Macron, c'est qu'il accentue cette politique à un niveau jamais égalé, qu'il argumente de contre-vérités flagrantes, frisant parfois la malhonnêteté intellectuelle. J'ai sélectionné quelques-uns des passages de son discours au congrès de Versailles pour les confronter à la réalité des faits et démontrer sa mauvaise foi. Alors on va lire déjà un premier paragraphe. Si l'on veut partager le gâteau, la première condition est qu'il y ait un gâteau. Et ce sont les entreprises rassemblant actionnaires, dirigeants et travailleurs. Ce sont les producteurs qui font ce gâteau et personne d'autre. Il est mensonger de défendre les salariés si on ne défend pas l'entreprise. Monsieur Macron, deux graves erreurs dans ce paragraphe. Premièrement, la richesse, elle existe. Je l'ai rencontrée à l'INSEE, l'Institut national de la statistique, un organisme officiel. Et cette richesse s'appelle le produit intérieur brut. Et en 2018, le produit intérieur brut, qui est la somme des valeurs ajoutées des entreprises et administrations, était de 2350 milliards d'euros. Et vous voyez sur le graphique qui s'affiche au-dessus de moi que depuis les années 80, ce PIB n'a pas cessé d'augmenter. Si on veut véritablement mesurer son évolution dans le temps, il faut neutraliser les effets de la hausse des prix. C'est ce que j'ai fait avec la courbe rose. Et vous voyez qu'entre 1991 et 2018, hors hausse des prix, le PIB a augmenté de 40%. Deuxième mensonge, vous opposez la défense des salariés avec la défense de l'entreprise. Mais c'est faux, monsieur Macron. Les salariés défendent leur emploi en priorité, donc la survie de l'entreprise. On pourrait développer beaucoup d'arguments, j'en retiendrai deux. Nombre de sociétés ont demandé à leurs salariés de baisser leur rémunération en contrepartie d'une garantie de maintien de l'emploi. Si les salariés ont bien accepté cette baisse des salaires, très souvent les dirigeants n'ont pas respecté cette garantie de maintien de l'emploi et ont fermé quelques années plus tard l'entreprise. Deuxième argument, il y a des sociétés où ce sont les salariés qui décident. Ça s'appelle les SCOP. Eh bien, ces sociétés, elles ont une durée de vie en moyenne plus longue que celle dirigée par des actionnaires. Parce que ceux-ci, monsieur Macron, leur seul intérêt, c'est la course au fric, au profit. Et l'entreprise est le dernier de leurs soucis. Voilà. Elle ne les intéresse que tant qu'elle peut leur rapporter beaucoup d'argent. Je vais vous lire un nouveau paragraphe. Il est impossible de distribuer quand on ne produit pas assez. L'argent qui s'investit, qui circule, qui crée de l'emploi n'est pas celui qu'on thésaurise jalousement. C'est pourquoi ceux qui risquent, qui osent, qui entreprennent doivent nous trouver à leur côté. Mais monsieur Macron, vous ignorez la réalité des faits, les données chiffrées de l'INSEE. En effet, si on regarde les deux graphiques qui s'affichent, vous verrez que depuis 1970, la part au travail a perdu 5 points en part de PIB. Et si on prend 1982 comme base de référence, c'est 9 points de moins pour le travail. Et autant en plus pour le capital. Alors qu'est-ce que ça signifie ces points? Si on les traduit en euros, c'est beaucoup plus parlant. C'est 211 milliards d'euros qui ont été transférés de la poche des travailleurs et de la collectivité à la poche des actionnaires. On en aurait fait des augmentations de SPIC, des améliorations de services publics avec ces 211 milliards d'euros. Eh bien, monsieur Macron voulait encore aggraver la tendance et transférer encore plus de la poche des travailleurs aux actionnaires. Et quel est votre prétexte? Ah, l'investissement, l'investissement. Vous ne cessez de répéter cette phrase, l'investissement. Mais regardez les données de l'INSEE, je suis étonnée que vous ne les connaissiez pas.
De 70 à aujourd'hui, le taux d'investissement en part de PIB n'a pas bougé d'un iota. Il stagne à 23%. Alors, vous pouvez donner tout l'argent du monde aux actionnaires, ils ne l'investissent pas. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ben, vous voyez, ce qui a augmenté, ce sont les dividendes qui ont pris la quasi-totalité des 9 points. Et ces dividendes, ils vont où? Eh ben, ils vont spéculer en bourse. Et ils nous préparent une nouvelle belle crise boursière, comme ça s'est passé en 2008. Je vous lis un nouveau paragraphe. Or, la clé d'une économie forte, c'est l'investissement. Décidément. C'est pourquoi, dès les premières semaines, nous avons revu la taxation des produits de l'épargne et réformé l'impôt sur la fortune, non pas comme je l'entends parfois pour favoriser les riches, mais pour favoriser les entreprises. Je ne reviens pas sur la démonstration que je viens juste de faire que l'épargne ne va pas à l'investissement. Je voudrais rappeler à M. Macron et à son gouvernement une sacrée contradiction dans leurs décisions et qui traduisent leur parfaite mauvaise foi. En décembre 2018, le gouvernement de Macron avait fait le projet de taxer l'investissement. Oui, vous m'entendez bien, taxer l'investissement, mais pas celui des entreprises capitalistes. Non, l'investissement qui se fait dans les SCOP, parce que là, les SCOP font vraiment de l'investissement productif. Mais ce sont les salariés qui décident, ce ne sont pas les amis de M. Macron, donc on peut taxer. Alors il y a quand même eu un vent de fronde qui a obligé le gouvernement de M. Macron à revenir sur cette décision qui finalement n'a pas été votée et on peut s'en réjouir. Nouveau paragraphe. Libérer l'investissement en France par une fiscalité adaptée, compétitive, c'est ainsi faire revenir dans notre pays les investisseurs étrangers qui l'avaient quitté. Deux gros mensonges dans ces deux lignes. Premièrement, il est faux d'affirmer que la fiscalité actuelle pénalise les entreprises pour trois raisons. Première raison, la fiscalité pénalise les consommateurs, comme vous le voyez dans ce tableau, qui est issu d'un document de l'Assemblée nationale, puisque la TVA constitue 52% des recettes de l'État. Par contre, l'impôt sur les bénéfices, lui, n'en constitue que 25% des recettes de l'État. Deuxième argument, le taux d'imposition des bénéfices des entreprises n'a cessé de diminuer. En 1980, il était de 50%, aujourd'hui il est de 28% et demain il est prévu qu'il passe à 25%. Et puis troisième argument massif, la fraude fiscale quasiment autorisée dans les paradis fiscaux. On le sait, c'est répété à longueur d'antenne, y compris dans les journaux bien. La fraude fiscale représenterait entre 80 et 100 milliards d'euros par an en France. Et pourquoi? C'est d'abord parce que les multinationales ont installé leur holding dans des paradis fiscaux et qu'elles transfèrent les bénéfices. Deuxièmement, les effectifs des contrôleurs fiscaux n'ont pas cessé de diminuer. Et le syndicat Sud Solidaire des finances publiques établit tous les 4-5 ans un rapport et dans lequel il montre aujourd'hui qu'une entreprise a un risque de se faire contrôler sur le bénéfice tous les 50 ans et sur la TVA tous les 129 ans. Alors, elles peuvent frauder allègrement, elles n'ont pas beaucoup de risques d'être pénalisées par des indemnités de redressement. Voilà, donc il suffirait d'augmenter les effectifs des contrôleurs pour que les entreprises cessent cette fraude fiscale massive. Deuxième mensonge, M. Macron, dans cette petite phrase, il concerne le rôle de ceux que vous dénommez investisseurs étrangers. Mais ils n'investissent pas, ils viennent spéculer sur nos entreprises et souvent pour les fermer. Je me contenterai de deux exemples que vous connaissez très bien, parce que vous avez été aux manettes de deux opérations. La dernière, en avril 2015, vous avez vendu l'aéroport de Toulouse à un fonds d'investissement chinois pour un montant de 308 millions d'euros. Et 3 ans plus tard, un rapport de la Cour des comptes qualifie cette opération d'échec. Et comme le dit cet article du Canard enchaîné, c'est un échec parce que le fonds d'investissement chinois, en 3 années de temps, a pris 50 millions d'euros de dividendes et s'apprête à revendre l'aéroport 500 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'en 3 ans, le
le fonds chinois a fait une plus-value de 250 millions d'euros. Deuxième exemple, vous étiez aussi aux manettes, un peu plus dans l'ombre, ça s'est passé en 2014. La vente de la branche hydroélectrique d'Alstom au géant américain General Electric. Ce dernier avait promis de créer 1000 emplois sur le site dans les 4 années à venir. Que s'est-il passé au bout de 4 ans? Pas l'ombre du début d'un premier emploi créé. Par contre, la catastrophe de 400 emplois détruits. Voilà les promesses des investisseurs étrangers. Mais tout aussi grave, en rachetant Alstom, cette branche d'Alstom, General Electric est devenu propriétaire des brevets qui avaient été établis en France avec du financement de la collectivité par l'intermédiaire du crédit impôt recherche. Donc nous avons perdu ces brevets et nous allons devoir maintenant payer ces brevets aux Américains qui, eux, n'ont pas tenu leurs promesses en termes d'emploi. Eh bien, malgré ces 2 échecs retentissants, Monsieur Macron, vous prétendez vouloir continuer ces ventes aux investisseurs étrangers? Mais vous parlez souvent des start-up et de la Start-up France. Dans une start-up, quand un dirigeant fait de telles erreurs, il démissionne s'il a un peu d'intégrité et de dignité, ou il est viré, ou tout au plus, il change de politique. Mais non, pas vous. Vous continuez allègrement dans le même sens. Mais il faut que ça cesse. Alors maintenant, je vais lire le dernier paragraphe. Mais en découvrant dans ce discours ces éléments, les bras m'en sont tombés. Écoutez bien. Comment peut-on se loger, élever une famille quand on enchaîne perpétuellement des contrats de quelques jours? Très bien, hein? Attendez la suite. Les règles de l'assurance chômage ont pu involontairement encourager le développement de ce qu'on appelle la permittence et la précarité. C'est pourquoi je souhaite que les partenaires sociaux révisent les règles de l'assurance chômage afin que dans cette période de reprise économique, nous puissions non seulement nous assurer qu'elles récompensent bien davantage la reprise d'activité, mais aussi qu'elles incitent à la création d'emplois de qualité. Vous voyez qu'à travers ce paragraphe, Emmanuel Macron stigmatise les salariés qui accepteraient des contrats courts uniquement pour profiter des prestations de l'assurance chômage entre 2 contrats courts. Donc pour M. Macron, il suffit de baisser les prestations d'assurance chômage pour que les salariés n'acceptent plus des contrats courts et acceptent des CDI. Mais dans quel monde il vit? Tout le monde le sait que ce sont les entreprises qui ont recours à des contrats courts, CDD, intérim, et que les salariés souhaitent qu'une chose, c'est un CDI. Ou on ne vit pas dans le même monde où il y a une malhonnêteté énorme de la part de M. Macron. Donc, M. Macron est bien le président prisonnier de ces généreux donateurs qui ne cessent de piller le pays et il faudrait que cela cesse le plus rapidement possible.